Bonjour et bienvenue dans la section sur le modèle mémoire en Python. Alors, pour faciliter la compréhension du mode de fonctionnement de la mémoire en Python, nous ferons un schéma conceptuel de la mémoire. Et nous penserons à la mémoire comme une série d'emplacements ou de boîtes qui existent dans nos ordinateurs. Quel est le principe? Le principe que nous pouvons stocker et récupérer des données de ces emplacements. C'est-à-dire, c'est comme un système de messagerie. Lorsque vous envoyez une lettre à quelqu'un, vous devez généralement écrire une adresse sur cette lettre. Et cette adresse correspond à une boîte aux lettres unique quelque part dans le monde. En écrivant cette adresse, vous vous assurez en fait que le contenu de votre lettre est livré dans cette boîte aux lettres. C'est à peu près la même chose pour les ordinateurs et avec la mémoire. Nous avons besoin d'une adresse unique pour chacun de ces emplacements. Et généralement, ce ne sont que des nombres. Alors ici, nous les numéroterons arbitrairement 1000, 1001, 1002 et ainsi de suite. Sachez tout de même qu'il est possible d'utiliser plus d'un emplacement à la fois. Certaines quantités de données s'intègrent parfaitement dans un seul emplacement, mais ces emplacements ont une quantité limitée d'espace. Alors le principal est de connaître le début de l'emplacement. Ainsi, par exemple, l'objet numéro 1 est stocké à l'adresse 1000. Comme vous pouvez le constater, il déborde dans une autre adresse mémoire, l'emplacement 1001. Même chose avec l'objet numéro 2. L'objet numéro 2 commence à l'adresse mémoire 1002 et déborde dans deux autres de ces emplacements. L'objet numéro 3, quant à lui, se tient précisément dans un emplacement et c'est à l'adresse 1005. Alors, ce bloc d'emplacement s'appelle le heap en anglais. Le stockage et la récupération des objets du heap sont pris en charge par ce que l'on appelle le gestionnaire de mémoire Python. Jetons du coup un coup d'œil à ce qui se passe lorsque nous écrivons une ligne de code telle que var1 égale 100. Pour cela, revenons sur le schéma conceptuel de la mémoire. Donc, lorsque nous exécutons l'instruction var1 égale 100, la première chose que fait Python est de créer un objet en mémoire à une adresse, 1000, et on lui indique la valeur 100 à l'intérieur de cet objet. var1 est donc simplement un nom et un alias qui correspond à l'adresse mémoire où cet objet est stocké ou bien l'adresse de départ de l'objet s'il déborde en plusieurs emplacements. Et donc, var1 est défini pour être une référence à l'objet de l'adresse 1000. Vous noterez maintenant que var1 n'est pas égal à 100. En réalité, var1 est égal à 1000 dans ce cas. Mais 1000 représente l'adresse mémoire des données qui nous intéressent. Donc, en tant que développeur, lorsque nous écrivons du code, nous pensons en quelque sorte que var1 est égal à 100. C'est effectivement le cas. Mais nous devons nous rappeler que var1 n'est pas égal à 100, c'est une référence à un objet. De même, si nous écrivons var2 égale à bonjour, il est d'abord créé et stocké quelque part dans la mémoire. L'adresse mémoire 1002. var2 devient maintenant un alias ou une référence à cette adresse mémoire. var2 fait référence à l'objet de l'adresse 1002. Encore une fois, il est assez important de comprendre que les variables en Python sont toujours des références et leurs références sont des objets en mémoire. Donc, en Python, nous pouvons découvrir quelle est l'adresse mémoire d'une variable en utilisant la fonction id. Maintenant, ce n'est pas quelque chose que vous utiliserez généralement lorsque vous écrivez des programmes Python, mais nous l'utiliserons ici afin de comprendre ce qui se passe dans les programmes Python que nous exécutons. Il est important de comprendre ce qui se passe réellement. Ainsi, la fonction id renverra un nombre de 10 chiffres qu'il est possible de convertir en nombre hexadécimal en utilisant la fonction hexadécimale intégrée de Python, la fonction hex. Par exemple, si nous avons A égale 10, nous pouvons trouver la version hexadécimale de l'adresse mémoire de A en imprimant l'hex de l'id de A. Voyons à présent ce que cela donne en pratique. Alors, créons une variable. Disons que var est égal à 100. Nous créons cette variable et rappelons-nous ce qui se passe vraiment. C'est que 100 a été sauvegardé quelque part en mémoire et var est maintenant une référence de cet objet. Maintenant, nous pouvons afficher var. Et nous pouvons voir qu'il renvoie 100.
Ce qui s'est réellement passé, c'est que Python a regardé les adresses mémoire, il a trouvé l'adresse mémoire à laquelle var fait référence, il est allé à la mémoire pour récupérer les données, puis les a ramenées afin que nous puissions les afficher dans notre code. Nous pouvons donc, à présent, regarder l'adresse mémoire en utilisant la fonction id. Et voilà, c'est ce grand nombre. Bien entendu, lorsque vous allez exécuter votre code, vous n'obtiendrez pas le même numéro, car les adresses mémoire sont différentes. Il faut savoir d'ailleurs que si nous réexécutons ce code plus tard, var aura une adresse mémoire différente également. Nous pouvons maintenant afficher la version hexadécimale de l'adresse mémoire en utilisant la fonction hex. Et quand nous exécutons cela, nous obtenons un nombre légèrement plus court. C'est pourquoi il est fréquent d'utiliser la version hexadécimale. Maintenant, prenons un autre exemple pour voir ce que cela donne pour une chaîne de caractères. Nous avons accueil égale bonjour. Nous pouvons l'afficher. Il a récupéré les données qui étaient à l'adresse mémoire référencée par accueil. Maintenant, quelle est l'adresse mémoire? Vous pouvez le voir, elle est différente de l'adresse mémoire de var. Si vous voulez la version hexadécimale, il suffit d'appliquer, comme nous l'avons fait pour var, la fonction hex. Et voilà le nombre hexadécimal de l'adresse mémoire. Ce qu'il faut retenir est que les variables ne sont que des adresses mémoire. Elles ne sont pas réellement égales à la valeur de la variable. Nous pouvons penser de cette manière, mais dans la réalité, l'adresse mémoire fait référence à la valeur de la variable. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je vous retrouve très rapidement dans la prochaine vidéo.